Alors, la dernière application des matrices, c'est la motivation générale de ce cours, le changement de repère. Vous vous rappelez de ce que c'était, l'idée, on a un vecteur dans un repère, le robot va faire une rotation, va faire un déplacement, on voudrait avoir la coordonnée du vecteur qu'on avait au départ dans le nouveau repère, avec le nouveau positionnement de notre robot. Donc ici, on va regarder les composantes d'un vecteur dans un repère. C'est-à-dire qu'on sera dans un premier cas dans un espace de dimension 2, on aura notre vecteur v qui va être déterminé par ses coordonnées x et y. Notre vecteur v en dimension 2, ben c'est xi plus yj. I, on rappelle que c'est le vecteur 1, 0, d'accord, on ne se déplace que suivant l'axe des abscisses, et j, c'est le vecteur 0, 1. Donc ces deux vecteurs, ils forment une base qu'on appelle la base canonique de notre espace vectoriel, et on décompose de manière unique le vecteur v dans la base ij, donc c'est pour ça qu'on note vij, sous la forme xi plus yj. On peut l'écrire aussi sous la forme de ces deux composantes, x, y, dans la base ij, et on peut aussi l'écrire comme étant le produit de la matrice 1, 0, 0, 1 par le vecteur xy. Le but du jeu, ça va être de réécrire les nouvelles coordonnées de ce vecteur v dans une autre base que celle ij, par exemple dans la base uv. U et v, ce seront des nouveaux vecteurs qui correspondront au déplacement de mon robot dans l'espace. La troisième notation, c'est la notation matricielle. C'est la matrice 1, 0, 0, 1 qui fait apparaître la multiplication d'une matrice 1, 2, une ligne de colonne, par une matrice 2. Donc là, sur la première ligne, on a une ligne, deux colonnes. L'indication ij en indice a pour objet de rappeler que le vecteur est exprimé dans la base ij. Pareil en dimension 3, ne vous cassez pas la tête, pas la peine de relire l'intégralité de cette partie, on fait la même chose avec un vecteur qui aura trois coordonnées. Maintenant, le changement de repère. Donc une première motivation, c'est de se dire, mais est-ce que ça a un rôle de changer de repère ou est-ce que finalement ça ne change pas les coordonnées du vecteur? Et il est évident que si je prends deux vecteurs ij, une base du plan, et que je prends deux autres vecteurs uv qui ne soient pas collinéaires pour former une autre base du plan, le vecteur m dans la base ij, donc par exemple ici, il va avoir comme coordonnées à peu près 1,9, 2,1, d'accord, dans la base ij, il a ces coordonnées qui sont données là. Et bien si je prends une autre base et que je garde strictement le même vecteur, ben dans cette nouvelle base formée par les vecteurs uv, bien là on voit que les nouvelles coordonnées, c'est pas les mêmes. C'est 1,7 u et à peu près 0,6 v. Donc on voit que les coordonnées d'un vecteur, ça dépend de la base dans laquelle on l'exprime. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les nouvelles coordonnées de la nouvelle base à partir des coordonnées dans l'ancienne, puisque ce n'est pas les mêmes coordonnées, pas forcément. La figure ci-dessous illustre ces choix par deux bases orthogonales, donc là on les a prises orthogonales, perpendiculaires, ce qui n'est pas indispensable pour la suite, mais qui correspond à ce qui est le plus souvent utilisé. Donc on va faire une rotation, on va garder le système de coordonnées, on va juste le déplacer. Donc c'est comme si I et J, on l'avait juste retourné, on a fait une petite rotation, mais du coup les coordonnées de M, bien c'est pas les mêmes. Donc nous on voudrait, à partir des coordonnées dans IJ, les avoir les nouvelles dans UV. C'est ça le but de cette partie-là. Alors les coordonnées sont dépendantes du repère fixé pour strictement le même objet. Donc là c'est ce que je viens d'expliquer. Si on change de système de coordonnées, bien sûr l'objet va changer ses coordonnées, c'est évident. Nous souhaitons être en mesure d'exprimer ces coordonnées dans une base, sachant qu'on les connaît dans l'autre. Ceci bien sûr à condition que la base d'arrivée soit définie par rapport à la base de départ. Il faut quand même qu'on ait un lien entre les deux bases. Si je fais une rotation, il faut que je sache que la nouvelle base dans laquelle je suis, c'est la première qui a subi une rotation d'un certain angle. Ou alors, il faut que je sois capable d'exprimer les vecteurs de la base d'arrivée UV à partir des coordonnées de ces vecteurs UV dans la base IJ. Il faut que je connaisse quand même quelque chose pour pouvoir faire le changement de repère. Sinon, ben, je ne peux pas m'en sortir. Donc j'ai mon vecteur M dans le plan IJ qui a deux coordonnées MI et MJ, et ce même vecteur dans la base UV, eh ben, elle a deux autres coordonnées MU et MV. Les vecteurs U et V, eux, on les connaît dans la base IJ. Il faut bien que la nouvelle base, on la définisse par rapport à quelque chose, et bien on la connaît, cette nouvelle base, par rapport à l'ancienne base. Donc on sait que le vecteur U, c'est UII plus UJJ, donc on connaît les coordonnées de U dans la base de départ. Pareil pour les coordonnées de V. Donc ça c'est important d'avoir quelque chose pour pouvoir les calculer. On va raisonner d'abord dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on connaît les coordonnées dans la nouvelle, donc après la rotation, après le changement d'espace, on connaît celle-ci et on doit chercher les coordonnées qu'il y avait avant.
donc dans la base de départ MI, MJ. Ce qui n'est pas le cas en général. En général, on connaît MI, MJ, et quand on fait le déplacement, on doit trouver les nouvelles coordonnées de M dans U et V. Donc là, on suppose qu'on part dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on connaît dans la nouvelle, mais on va en déduire les coordonnées dans l'ancienne. Et après, on verra que si on sait faire ça, eh bien, on saura faire la méthode dans l'autre sens. À partir de là, retrouver les coordonnées dans la nouvelle base. Donc le vecteur M, dans la base UV, il a deux coordonnées, MUU plus MVV. U, je sais le décomposer dans la base IJ, c'est UII plus UJJ. Donc je remplace U par ça. Donc j'aurai MU fois ce truc, plus MVV. V, pareil, je connais ses coordonnées dans la base IJ. Donc MV fois les coordonnées de V dans la base IJ. Je développe et je factorise par les vecteurs I et J. Donc, suivant le vecteur I, j'aurai quoi? J'aurai MU-UI plus MV-VI. Donc c'est cette valeur-là. Pour le vecteur J, j'aurai MU-UJ plus MV-VJ. Donc c'est cette valeur-là. Donc c'est-à-dire que le vecteur M, ses coordonnées dans la base I, J, c'est MU-UI plus MV-VI pour le I et MU-UJ plus MV-VJ pour J. Donc les nouvelles coordonnées de M dans la base IJ, c'est MU-UI plus MV-VI pour MI et MU-UJ plus MV-VJ pour MJ. Donc là, je suis capable d'avoir les coordonnées dans la base IJ à partir uniquement des coordonnées dans la base UV. Donc ça me permet directement d'avoir les coordonnées dans la base IJ à partir des coordonnées dans la base UV. On peut l'écrire matriciellement, parce que là on a le produit MU-UI plus MV-VI. C'est comme si je faisais UI fois MU plus VI fois MV. Donc le produit de cette matrice par ce vecteur, UI fois MU plus VI fois MV, ça me donne bien MI. Pareil pour la deuxième coordonnée. MU, UJ, donc UJMU plus VJMV, plus MVVJ, ça me donne bien MJ. D'accord, il suffit de l'écrire, ça va peut-être un peu vite, mais reprenez-le calmement, c'est pas très compliqué à comprendre. Une fois qu'on a ça, eh bien, on a les coordonnées de M dans la base IJ égale P, donc ça c'est la matrice qu'on va appeler P, c'est les coordonnées de U et V dans la base IJ, fois M dans la base UV. Nous ce qu'on veut, c'est pas vraiment ça. Nous on voudrait, à partir des coordonnées dans la base IJ, retrouver les coordonnées dans la base UV. C'est ça qu'on souhaiterait faire. On va voir qu'on va faire l'opération inverse. P, la matrice que j'ai construite avec UI, UJ, VI, VJ, c'est la matrice de passage, on appelle, de la base UV vers la base IJ. C'est-à-dire que c'est les coordonnées de U et V dans la base IJ. On la note également UV, IJ, les vecteurs U et V dans la base IJ, qui expriment les coordonnées des vecteurs UV dans la base IJ. Donc on mémorisera que les coordonnées de M dans la base IJ, c'est les coordonnées de U et V dans la base IJ multipliées par les coordonnées de M dans la base UV. On a presque terminé. Nous, ce qu'on veut, c'est MU et MV à partir de MI et MJ. Et là, on avait MI et MJ à partir de MU et MV. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par P-1 pour pouvoir éliminer le P. Parce que nous, on avait MIJ égale PMUV. Je multiplie par P-1. Alors, P-1, ça existera que si U et V ne sont pas collinaires, puisqu'on se rappelle que la matrice P, c'est U, le vecteur U, le vecteur V. Si c'est pas collinéaire, ben le gamma, il sera pas nul. S'ils sont collinéaires, eh bien on n'a pas une nouvelle base. Donc on ne peut pas dire que je passe de la base IJ à cette base-là, puisque ça, ce ne sera pas une base. Donc si U et V forment une base, P-1 existera forcément. Donc si P-1 existe, on multiplie à gauche par P-1, donc on aura P-1 MIJ, P-1 P, ça se simplifie MUV, donc on aura MUV. Donc si je veux avoir les coordonnées dans la base UV, j'ai juste à faire P-1, donc la matrice qui a pour coordonnées U et V, je calcule son inverse, je multiplie par la M, donc les coordonnées de M dans la base IJ. On peut retenir ça sous la forme du petit schéma suivant. Si j'ai les coordonnées dans la base IJ, je multiplie par P-1, hop, j'obtiens les coordonnées dans la base UV. Si j'ai les coordonnées dans la base UV, hop, je multiplie par P et j'obtiens les coordonnées dans la base IJ. Donc ça, c'était vrai en dimension 2, c'était plus simple pour les calculs et peut-être plus facile à voir, mais ça marche pareil en dimension 3. C'est ce qu'on va voir juste en dessous. Si je suis en dimension 3, eh bien là, au lieu d'avoir IJ, j'ai 3 coordonnées, j'ai I, J et K. J'aurai 3 vecteurs, donc ces 3 vecteurs-là, pour qu'ils forment une base, il faut qu'ils soient non coplanaires.
Donc ça veut dire que la matrice associée à ces trois vecteurs, là, UI, UJ, UK, VI, VJ, VK, WI, WK, elle sera inversible, puisqu'on a vu que une matrice 3-3 était inversible si et seulement si les lignes n'étaient pas combinaisons linéaires les unes des autres. Donc là, comme ces trois vecteurs forment une base, eh bien la matrice est forcément inversible. P-1 va exister. Donc ça, c'est la matrice P. Donc c'est pas très compliqué. J'ai écrit le vecteur U dans la base IJK, le vecteur V dans la même base et W dans la même base. Et je multiplie par les coordonnées de M dans la base UVW, et hop, j'en déduis les coordonnées dans la base IJK. Ce qui nous intéresse, c'est en général plutôt l'autre sens, c'est de passer de IJK à UVW. Donc là, il va falloir que je multiplie par P-1, donc l'inverse de cette matrice-là. Donc ça aussi, on sait faire, on fait 1 sur déterminant de cette matrice, multiplié par la transposée de la comatrice. Donc là, on a un moyen de trouver les coordonnées de mon vecteur dans la nouvelle base, à partir des coordonnées du vecteur dans l'ancienne base, donc dans IJK, uniquement en multipliant par P-1, où P, c'est la matrice de passage qui est formée par trois vecteurs colonnes, le vecteur U dans la base IJK, le vecteur V dans la base IJK et le vecteur W dans la base IJK. C'est pas très compliqué, vous verrez dans les exercices, mais c'est pas forcément facile à comprendre et vous risquez de vous embrouiller les pinceaux si vous ne voyez pas cette vidéo tranquillement. Essayez de bien reprendre pas à pas et de bien avoir compris ça. On va faire un petit exemple. Donc si je me donne deux vecteurs, U et V, et que je construis un troisième vecteur W, qui est le produit vectoriel des deux premiers, eh bien je sais que ces trois vecteurs-là, ils vont former une base, puisque U et V ne sont pas collinéaires. Alors comment on ferait pour montrer que ça ne soit pas collinéaire? Eh bien pour passer de U à V, je ne peux pas trouver un alpha tel que U égale alpha V, puisque ça veut dire que je multiplierai par 2 ici, mais par moins 1 et moins 1. Donc ils ne sont pas collinaires, U et V. Et donc si je prends le produit vectoriel de U et V, je vais obtenir un troisième vecteur qui sera orthogonal aux deux premiers. On peut remarquer en plus que U et V, ils sont orthogonaux. Si je fais le produit scalaire, 1 fois 2, plus moins 1 fois 1, plus moins 1 fois 1, ça fait 0. Puisque 2 moins 1, ça fait 0. Donc U et V, c'est deux vecteurs orthogonaux, et W, il est aussi orthogonal à U et à V. Donc grand U, grand V, grand W, ça va me former une base orthogonale. Maintenant, on vous demande de définir une base orthonormée. Donc c'est là où il y a un petit piège. Les vecteurs sont déjà orthogonaux, donc ça c'est cool. Mais orthonormés, ça veut dire qu'ils doivent être de norme 1 chacun. Donc là je vous laisse réfléchir comment faire, on va corriger ça juste après. Et une fois qu'on aura fait ça, on écrira les matrices de passage de l'une vers l'autre, de IJK vers UVW, et de l'autre vers l'une. On commencera en général par faire de UVW vers IJK, puisque c'est celle qui manipule juste P. J'aurais écrit UVW en colonne et j'aurais gagné. Et ensuite, on déterminera celle qui permet de passer de la base de départ IJK à la nouvelle base UVW. Donc je vous invite à faire pause, à chercher quelques instants, et après vous pourrez regarder la suite de la vidéo. Donc comme ils sont orthogonaux, ces trois vecteurs, on n'a plus qu'à les normer. Pour les normer, il faut que je divise chacun des vecteurs par sa norme. Première étape, je fais le produit vectoriel grand U, vectoriel grand V, pour avoir le troisième vecteur grand W. Il vaut 0, 3, moins 3. Il n'est pas de norme 1. Donc pareil, lui aussi, il faudra le normer. Le vecteur petit u, qui doit être collinéaire à grand U et de norme 1, eh c'est juste le vecteur grand U divisé par sa norme. La norme de grand U, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, ça fait racine de 3. Donc le vecteur petit u, qui est ici, que je peux réécrire un peu plus proprement ici, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, il est bien collinéaire à grand U et de norme 1. Pour le vecteur grand V, eh bien, je vais faire pareil, je vais prendre pour le vecteur petit v, je vais prendre grand V et je vais diviser par sa norme. La norme de grand V, c'est racine de 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 1 au carré. Donc là, faites pas d'erreur, hein, c'est plus moins 1 au carré et plus moins 1 au carré. Donc là, souvent les étudiants, ils font moins 1 au carré, donc moins 1. Donc là, c'est bien un plus. Et donc ça fait 1 sur racine de 6, lui aussi, il est ici. 1 sur racine de 6 fois 2 moins 1, donc 2 sur racine de 6, moins 1 sur racine de 6, moins 1 sur racine de 6. Pareil pour le dernier vecteur, donc je prends grand W et je divise par sa norme, racine de 18. Alors, racine de 18, c'est 2 fois 9, donc ça fait 3 racines de 2. Vous êtes d'accord que 1 sur racine de 18, c'est pareil que 1 sur 3 racines de 2. Il y a un 3, je peux simplifier, donc hop, j'obtiens 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. Donc ces trois vecteurs petit u, petit v, petit w, ils sont bien de norme 1.
et ils sont collinéaires à grand U, grand V, grand W, puisque j'ai uniquement divisé grand U, grand V, grand W par leur norme. Donc là, j'ai quasiment terminé l'exercice, puisque j'ai la nouvelle base dans laquelle je vais représenter mes vecteurs. Donc la base de départ, c'est IJK. La nouvelle base, c'est UVW. Donc maintenant, j'ai juste à écrire, pour avoir la matrice de passage de la nouvelle vers l'ancienne, donc chose, encore une fois, qui n'est pas ce dont on a besoin normalement, j'écris le vecteur U, le vecteur V et le vecteur W. Juste à les écrire les uns à côté des autres, et puis j'ai gagné. Donc j'écris celui-là ici, celui-là là, et celui-là à côté. Donc là, il n'y a pas de calcul à faire, c'est juste d'écrire les trois vecteurs que je viens de trouver les uns à côté des autres. Là où ça se complique un peu, c'est pour avoir la matrice dans l'autre sens. La matrice de passage dans l'autre sens. Là, en plus, ça va être pénible parce qu'il y a des racines de 3, des racines de 6, donc on sent que ça va être un peu la galère. Mais en tout cas, il faut calculer l'inverse de cette matrice P. Alors, pour calculer l'inverse de P, on fait 1 sur déterminant de P multiplié par la transposée de la comatrice. Mais là, coup de bol, comme la matrice P, elle est formée par des vecteurs de norme 1, orthogonaux 2 à 2, d'accord, donc la base, elle est formée par 3 vecteurs qui sont orthogonaux, et ils sont tous de norme 1. Mais dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, la matrice inverse de P, c'est la transposée. Donc j'ai juste à prendre P et à la transposer. Donc ça, c'est le cas qui arrive le plus souvent, hein, quand on a une base, quand on se déplace, on fait une rotation, la base ne change pas en termes d'orthogonalité ou de normes. Quand je me déplace, en faisant une rotation, les vecteurs sont toujours orthogonaux, et s'ils étaient de norme 1, ils sont toujours de norme 1. Donc on ne va pas changer la norme. Donc à ce moment-là, la matrice inverse de P, P-1, c'est uniquement la transposée de P. Donc je prends la première ligne, ça devient la première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, etc. On peut vérifier en faisant P fois P-1, en faisant le produit de ces deux matrices, et on retrouve bien l'identité. Donc si vous ne vous rappelez pas de cette propriété que la matrice qui est formée par trois vecteurs orthogonaux 2 à 2 et de norme 1 a pour inverse la transposée, donc c'est pas forcément facile à retenir, eh bien vous pouvez calculer 1 sur déterminant de cette matrice multiplié par la transposée de la comatrice et vous retrouverez bien ça. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Vous avez les derniers exercices à faire. Bon courage.